Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, dans la Melon Mobile pour la première fois en 2026, je vais vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle et on l'attendait beaucoup puisque c'est la suite du 28 ans plus tard de l'année dernière, ici intitulé 28 ans plus tard The Bone Temple ou le Temple des Morts en VO. Quatrième occurrence donc de cette saga initiée il y a plusieurs années maintenant par Danny Boyle et Alex Garland. Ce dernier, on le retrouve au scénario, comme toujours. Par contre, Danny Boyle, il n'est pas là, il est producteur, mais à la réalisation, c'est Nia DaCosta, qui notamment a fait le fort intéressant Candyman de 2021, que j'avais vu au cinéma. Au casting, par rapport au film d'avant, on retrouve Ray Fiennes, et oui, Bone Temple, c'est lui qui l'a érigé, on le sait, du film précédent. D'ailleurs, attention, je vais forcément parler un peu du précédent aussi là, et vaut mieux l'avoir vu avant de voir ici cette œuvre, même si, quelque part, elle peut être un peu prise à part aussi, mais il y a des personnages qui reviennent. Donc lui et le jeune Spike, interprété par Alfie Williams. Tandis que l'antagoniste principal ici, Jimmy Crystal, qui est donc à la fin du précédent, est toujours joué par Jack O'Connell, qu'on a vu aussi l'année dernière dans Sinners. Aussi, citons la présence de Erin Kellyman, qui va être l'une des membres de cette secte des Jimmy, on va l'appeler comme ça. Mais il y a un autre acteur très marquant qui revient du premier film. On le considérait plutôt comme un non-personnage dans l'œuvre précédente, quand bien même il était important. Le fameux Alpha, une sorte d'infecté très plus fort que les autres. Mais ici, qui va être prénommé Samson, donc d'accord. Et avoir plus de temps d'écran, on va le creuser aussi, ce protagoniste, et il est joué par Chi Lewis Parry. Et donc on se retrouve quelques jours, quelques semaines après les événements du film d'avant. Spike est désormais un petit peu livré à lui-même dehors. Il a perdu sa maman, son père il l'a laissé derrière, et il est recueilli donc par ses Jimmy, des gens jeunes un peu étranges avec une perruque blonde, enfin sous on va dire le leadership de quelqu'un qui a des vrais cheveux, mais on le sent, ça singe un petit peu. Alors certes les Teletubbies, je vous renvoie à la scène d'introduction du 28 ans plus tard de l'année dernière, mais aussi en rapport à ce showman, un homme culte de la télévision, Jimmy Savile, qui, après sa mort, on l'a appris, en fait, avait trempé dans des scandales affreux, impliquant notamment des jeunes. Et donc ici, on voit un petit peu toute la corruption d'un monde de toute façon renversé depuis des décennies maintenant, enfin 28 ans. Et Spike va être intronisé, plus bon an, mal an, on va dire, dans ce groupe des Jimmy. Il va devenir un des doigts de Jimmy Crystal. De son côté, le personnage de Ray Fiennes, le docteur Ian Kelson, continue de réfléchir médicalement à la condition humaine et au rapport à la mort, mais pourquoi pas aussi s'intéresser de plus près au cas du mal alpha, que l'on a vu dans le film d'avant, l'infecté le plus puissant, et essayer de l'approcher, de le comprendre, voire même d'interagir avec lui à travers peut-être des shots de drogue. Alors j'en dis pas plus pour l'instant, il y aura une zone spoiler totalement inévitable ici. Et donc on continue à avancer dans ce monde des infectés où certains humains survivent. Il y en a d'autres qui apparaissent un peu lambda mais qui ont une importance dans l'intrigue, disons-le quand même, un petit peu. Et on va voir comment ça va se mettre en place, comment Spike va se sortir des griffes du groupe des Jimmy ou s'y intégrer complètement. Est-ce qu'il va y avoir une bascule pour le jeune qui n'a plus maintenant de repères dans ce groupe de jeunes qui n'avaient plus de repères avant et qui sont tombés sous le joug de ce jeune qu'on a vu perdre son père et donc ses repères au début de 28 ans plus tard. Tandis que Ian Kelson va-t-il réussir, j'allais dire à dompter, oui on peut le dire quelque part, l'alpha Samson, tout en réfléchissant, continuant à regarder des trucs dans ses livres et passer de la musique pop britannique, pas que pop, ça j'y reviendrai après, du Duran Duran, notamment l'excellent morceau Ordinary World, qui est très important pour moi, et du Radiohead avant plus si affinité. Bon, Jimmy et son groupe là, ils croient au diable, c'est pas que Jimmy Savile ou les Teletubbies, ils sont on va dire sous le joug donc de ce leader qui croit entendre dans sa voix et être le fils du coup Satan ou Olnek comme ils disent en VO ou le malin en VF. Et forcément ils tuent des gens, ils font des sacrifices, des charités, tout ça, et tout en mettant d'ailleurs aussi
en péril le rôle des doigts des Jimmy en les faisant parfois combattre avec d'autres qui pourraient prendre leur place. C'est comme ça que Spike peut-être prend du coup son envol avec eux dans une scène très dure d'introduction d'emblée là, qui nous met in medias res où on se dit que ça va être très compliqué, humainement parlant pour lui et pour tout le monde. C'est très violent, c'est très dur, c'est très frontal, c'est encore plus direct, même s'il y avait déjà des scènes assez marquées là-dessus que le Danny Boyle de l'année dernière. Et Nia DaCosta poursuit l'œuvre tout en imprégnant aussi peut-être de son style. Disons que on va tenter autre chose, c'est peut-être plus... il y a plus de psychologie aussi. Et elle fait super bien le boulot. Moi, j'ai déjà envie de saluer la réalisatrice qui ne va pas faire que singer, entre guillemets, Danny Boyle et n'est pas que sous la direction d'Alex Garland. On voit qu'il y a un petit peu autre chose. Alors, c'est voulu aussi par l'intrigue qui est menée là et je pense que c'était aussi souhaité qu'une autre ici réalisatrice travaille un peu le sujet, comme ça avait été fait en fait avec le deuxième volet, après 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, où ils avaient pris un autre réalisateur qui avait lui aussi un petit peu mis sa patte dans deux premiers films assez différents. Là, ils sont peut-être plus proches, les deux 28 ans, mais il y a quand même une ouverture autre. On va plus loin dans le mystique, on va plus loin dans le côté faux prophète aussi, on va dire, ne rejetterait pas un certain George Miller. Oui, on est dans un monde post-apo, donc on peut penser à Mad Max, mais autre chose. Le Mad Max désinfecté, mais il y a quand même cette idée de domination par l'absence de tout fondement, par quelqu'un qui lui-même, de toute façon, a perdu pied alors qu'il avait 8 ans. On se retrouve là, dans un monde qui n'a... J'allais dire qu'il n'a plus de Dieu, dans le sens où c'est clair et net. Hein. Vous avez d'un côté le satanisme, si vous voulez, qui réduit donc Dieu à un abandon. Il a abandonné la terre, les hommes. Et le rôle du scientifique, le docteur Ian Kelson, qui plus en mode athéiste, qui réfléchit et tout, et qui veut trouver une origine, une explication à ces infectés autre que l'intervention d'Idial, le doigt de Dieu et tout ce que vous voulez. Et ça fait une confrontation qui va prendre place petit à petit à deux endroits différents, avant qu'il y ait peut-être une sorte d'affrontement où Spike, le fil rouge, est présent. C'est lui qui est toujours, en fait, ça va être lui, je pense, ce personnage qui va faire le lien entre les trois films, si le troisième a lieu, parce que normalement ils ont prévu une trilogie. Je ne sais pas qui la réaliserait d'ailleurs. Bon, il y a une ouverture finale qui annonce que, mais bon, encore faut-il que tout soit signé et mis en place. Alors je me demande comment d'ailleurs ils expliqueraient cela, par une certaine chose sur laquelle je reviendrai à la zone spoiler, pour pas trop non plus en dire. Donc mise en scène très bien, il y a toujours des effets un peu bizarres. Alors c'est très saccadé, c'est très dans l'action. Il y a des moments un peu GoPro attachés comme ça pour rentrer presque dans la psyché ou la torpeur, où ils découvrent autre chose, des personnages qui sont traqués ou qui sont face à eux-mêmes. Ça aussi, on est vraiment en fait parfois du point de vue d'un infecté, donc le mâle alpha là. Et ça me marque parce que moi j'aime bien, j'ai toujours essayé d'imaginer, alors certains l'ont fait déjà, Romero notamment avec le film dont j'ai parlé l'année dernière, hein, avec j'ai oublié j'ai pas Booba, mais bref, je sais plus. Si, c'est Booba, non? Boubou. Voilà, Boubou, le zombie Boubou. Hein, qui avait aussi cette peut-être psychologie et tout. Peut-être que c'est une référence là aussi. Moi, je pense aussi au film canadien, je crois, hein, ou sud-africain ou canadien. Ah, j'ai un doute, l'un ou l'autre. Vous me corrigerez en commentaire. Fido, où on essaie de domestiquer les zombies et tout. Ou la fin de Shaun of the Dead. Vous savez, essayez de comprendre derrière s'il y a une humanité qui reste derrière. Alors, c'est non pas zombie ici, mais infecté. On ne sort jamais le terme zombie. Et en effet, de toute façon, désinfecter au sens large, infecter les gens qui tuent en mode sauvage, mais aussi ces humains qui sont plus ou moins sauvages aussi à leur manière et qui survivent par le mal. Ici, donc, ce groupe des Jimmy. Donc, de toute façon, le mal est partout. Ces humains qui survivent à peu près bon an, mal an, eux subissent plus qu'autre chose, en fait, dans le film, à part le docteur, mais lui-même, après tout, qu'est-ce qu'il peut contrôler? Il essaye, en tout cas, avec ce son. Très belle relation là. D'ailleurs, on comprend aussi que le docteur, il a perdu des choses. Ne serait-ce que cette musique qui lui rappelle des trucs, ou ces photos que l'on voit, bien évidemment. Même si on va pas aller beaucoup plus loin, c'est assez important. Et derrière, voilà, c'est assez flamboyant sur l'esthétique, quand bien même ça prenne son temps sur certains points. Beaucoup de scènes d'obscurité qui sont plutôt bien lisibles, peut-être plus que le film d'avant d'ailleurs, mais à voir, hein, c'est quand même voilà, deux faces d'une même pièce, mais il y a des raccords, notamment sur le côté un peu montage rapide, quoi. Et quand il faut que ce soit marqué et marquant, oui. Rappelez-vous, dans le film d'avant, il y avait cette scène sur la jetée et tout, remarquable, avec l'importance des astres d'ailleurs. Alors ici, il y a un autre astre qui va être important, c'est la Lune. Hein, on va y arriver dans la zone spoiler. Mais là, à un moment aussi, on a une scène, mais visuellement et scéniquement remarquable, qui m'a
beaucoup touché et marqué pour quelques raisons. Voilà. Mais sinon, après, au niveau acting, c'est parfait. Hein. Ralph Fiennes, justement, il y a une scène en particulier où je pense qu'il a dû s'éclater, cette façon de le dire. Jack O'Connell, remarquable dans ce rôle, justement, on le sent de... Ouais, ce faux prophète-là qui veut dominer, mais qui est-il sûr de lui au final, hein? N'est-il pas aussi dans sa psychose, dans ce qu'il a subi tout jeune, bien évidemment? Tout est là. Et Alfie Williams qui continue. Alors, on le voit, on le sent un peu moins dans l'évolution. Spike, il subit, mais quand même, là aussi, il y a des petits moments de silence ou de regard ou de petites choses où on voit qu'il pense encore à sa maman. Et il a quand même laissé toute sa famille derrière au final. Hein. Donc sa mère, oui, elle est morte. Le père, il a dû le quitter parce que mal toxique et tout. Et même l'enfant qu'ils avaient recueilli, bon, tout seul, quoi, livré à lui-même. Et aussi, hein, parmi les Jimmy, il y en a peut-être qui vont remettre en cause, allez savoir, le rôle du leader, parce que c'est un peu ça aussi, chacun cherche sa place, et à un moment, on peut toujours observer. Et on arrive ici, très rapidement, hein, forcément et frontalement, dans la zone spoiler, où il y a plein de choses à dire. Déjà, alors moi j'ai envie de développer cette relation extraordinaire, c'est formidable ça. Et en plus, c'est fait de façon très originale, je trouve, de cette relation qui va naître entre le docteur et Samson l'alpha. Donc, il va lui balancer des petites fléchettes de morphine ou autre cocktail pour l'apaiser. Ça, j'adore. Il essaye de trouver un peu, déjà de le comprendre, donc de communiquer avec lui, il faut l'apaiser. Et ainsi, en l'apaisant, il y a des scènes magnifiques, presque d'une contemplation méditative, mais aussi très psychologiquement émotionnelle, où on va voir Samson réfléchir, se poser à côté donc du docteur et se réhumaniser parce que c'est un humain. Non, à un moment, on aura des flashbacks d'ailleurs de qu'il était enfant dans un train. L'histoire du train abandonné qu'on voit déjà dans le premier film qui est là, le wagon, très intéressant ça. Et alors oui, l'idée de réhumaniser pour comprendre d'où vient cette infection et quelles sont en fait les composantes de cette infection, qu'elles soient physiques, psychologiques aussi. Dans la tête. Et en fait, il y a un plan plus ou moins vers le début, point de vue donc du mal alpha qui tue encore, il est totalement infecté sauvage, et on voit de son point de vue qu'il considère ces humains qui tuent comme des infectés. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, il tue des gens qui croient être des menaces, donc infectés à leurs yeux, comme ces humains tuent ces infectés qui croient être de menaces pour eux. Vous voyez, en fait, c'est là où on voit que les humains aussi, d'un autre point de vue, sont des infectés, et sont tout aussi sauvages. C'est un monde perdu, quoi. C'est la perdition, c'est un wasteland post-apocalyptique où on comprend en fait pourquoi les infectés sont enragés. Ils se défendent plus qu'autre chose en fait. Dans leur attaque, ils se défendent d'une certaine façon. Et ça, c'est passionnant. Et donc après, la réhumanisation et puis c'est step by step, on prend voilà, des moments de danse qui pourraient être ridicules. C'est à la lisière, mais en fait, c'est remarquablement poétique. Donc on danse sur du Duran Duran, etc., etc. Et meilleure, on va dire, relation amicale que j'ai pu voir dans un film est totalement étonnante depuis bien longtemps. Parce qu'on y croit, en fait. On y croit, et quand il regarde la lune et qu'il dit le mot lune pour la première fois, moon, c'est beau, c'est très beau. Puis derrière, il va se passer ce qui va se passer quand il va vraiment s'approcher de l'humanité parce que le docteur lui a fait un cocktail final peut-être pour définitivement le guérir de son infection. Il va être attaqué par plein d'infectés dans ce wagon abandonné. On va le voir donc se rappeler de ses moments de jeunesse, scène de transition et tout. Non, il n'a pas de ticket, mais il tue tout le monde et au final, à la fin, il revient. Il revient récupérer son ami dans un moment très touchant où il l'appelle par son nom avant que Dr. Kelson meure. Alors oui, il meurt à la fin, tout le monde meurt, hein, à part Spike, j'ai envie de dire les personnages principaux des films d'avant du coup, et le mal alpha qui va continuer, alors qui va être, j'espère, un élément de l'intrigue du prochain très passionnant, parce qu'il y a de quoi faire un gros dilemme là-dessus, ce qui va garder physiquement des attributs d'infectés aux yeux des humains, qui vont rester. Ça peut créer des légers problèmes, ou pas, de confiance, de conscience. Là, j'y reviendrai sur le dernier élément spoiler du caméo final. Mais donc, oui, le docteur Ian Kelson, il est là, donc tout ça. Mais à côté, les Jimmy vont le trouver. Enfin, une des Jimmy qui veut prendre la place du faux prophète et devenir faux prophète à sa place. Bon, c'est le personnage joué par Erin Kellyman, qui est donc, en le voyant là, tout de rouge là, parce qu'il a cette teinture d'iode, rappelez-vous du premier film, et le Bone Temple, elle pense que c'est le malin, le Old Nick, que c'est Satan. Et elle va le dire à Jimmy Crystal, qui a envie d'y croire. Mais il veut y aller par lui-même. Et il se dit, bon, alors attention, parce que comment on le sent vaciller sur son piédestal un peu, mais il va rencontrer le docteur Ian Kelson, ils vont passer un deal ensemble. Bon, on se dit, est-ce qu'il va aller au bout du deal?
plus ou moins, c'était prévu qu'il aille au bout du deal. Parce que Ian Kelson, il veut sauver sa peau. Et il est tellement obnubilé par sa quête de réhumanisation du mal alpha qu'il veut se débarrasser de ces gens un peu tarés là. Bon, et il y a un truc mais exceptionnel. Et alors là, en plus, j'ai mis mon sweatshirt de Ghost. Bon, c'est pas le bon groupe, mais c'est dans l'idée. Il va y avoir un grand moment pyrotechnique, scénique, de mise en scène totale. On est dans la mise en scène de la fausse prophétie absolue. Un pacte qui est fait entre l'athée et le satanisme, d'ailleurs, sous une sorte de menace, où Jimmy Crystal va faire passer ce docteur pour Satan, parce que ça lui sert sa cause. Et en gros, il va jouer le jeu pour se débarrasser de tout cela. Et il va nous faire un show, Ray Fiennes, allez, je le dis, sur le morceau 666, The Number of the Beast. Moi, je le fais très mal, mais bon, j'ai pas la musique en fond, je suis fatigué. Un des tubes d'Iron Maiden, mesdames, messieurs. Et on a vraiment l'impression d'avoir un show de métal sur scène, là, avec tout ce qui... C'est-à-dire qu'il va réussir à mettre en place tout ça. En plus d'être médecin, le gars, il maîtrise beaucoup de choses. Et alors, il se donne à fond, il chante sur les paroles. C'est d'un ridicule total, absolu. On joue sur des codes et des symbolismes. Le film ne fait que cela, hein. Sur des religions, la religion inversée, sur le côté, le dieu télévisuel qui a créé ce mal-là, des Jimmy, Teletubbies, Saville et tout. Et même là, le côté... voilà, le satanisme pour les pauvres, pour les nuls, si vous voulez, le métal, attention, hein, parce que c'est pas ça le métal, mais bon, cette configuration, on va dire, art et spectacle, et cliché de ce qu'on pourrait avoir du métal. Tiens, on va faire 666, The Number of the Beast de Iron Maiden, ça passera crème. De toute façon, ces jeunes là qui n'avaient jamais entendu ça, mais ça fonctionne dans la pyrotechnie, dans la musique métal, qu'ils découvrent peut-être un truc totalement out of nowhere. Bon, ça fait dans le folklore, quoi. Un folklore moderne de ce que pourrait être le satanisme pour les nuls qui l'utilisent à mauvais escient. C'est génial. Ça, c'est génial. Alors, attention, certains amis métalleux pourraient imaginer que c'est une moquerie et tout. Non, c'est une réappropriation. C'est pour montrer ici un symbole, justement, qui a été détourné avec des bêtises et tout. C'est faux, quoi. C'est faux. Le groupe Iron Maiden n'est pas du tout sataniste. Voilà, par exemple. Et le métal, bon, il y a des groupes qui peuvent l'être. Mais encore, c'est dans un jeu folklorique. Ghost, par exemple, bon, c'est ça, c'est du visuel, c'est du show. Et là, il nous fait un show dans le show. C'est l'une des plus grandes scènes musicales depuis longtemps. Et ça va peut-être le rester jusqu'à la fin de l'année, j'en sais rien. Mais alors là, j'étais à la fois extasié, les larmes aux yeux et tout. Puis ça préfigure de l'émotion derrière. Bon, il meurt, hein, Ian Kelson, mais en même temps, en dernier commandement de Satan le Père qu'il croit être, il fait en sorte que Jimmy Crystal se fasse buter. Tout simplement. Et puis il va être crucifié à l'envers. Hein. Et Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, en plus, il voit le mal alpha arriver. Il a une vision de lui avec des cornes. Non, c'est pas le diable. Hein. C'est vraiment juste en plus, terriblement ironique cette situation quand il voit ce mal alpha arriver. Il n'est même plus un monstre, il s'est réhumanisé entre-temps, mais il le voit comme Satan parce que imposant de derrière, et en plus il est trempé de sang parce qu'il a tué tous les infectés et tout pour se défendre avant. J'adore ces idées de symboles. C'est un film qui récupère pas mal de symboles et de codes, qui les retourne, qui montre que justement parfois on en fait n'importe quoi de ces symboles de base, souvent pour du côté faux prophètes sectaires et tout, mais aussi ce qui a pu être récupéré par le show télévisuel, artistico machin, et que les gens peuvent prendre au sérieux à tort et à travers, mais ici évidemment à travers dans un monde complètement perdu. Donc voilà, et Spike s'en sort avec la Jimmy, donc jouée par Erin Kellyman, qui va enlever sa perruque. Bon, ils vont s'émanciper, ils vont vivre ensemble. Rendez-vous au 3e volet s'il a lieu. Et c'est là où je disais tout à l'heure, incohérence ou pas, ça parle encore 28 ans plus tard. Si le film est tourné, machin, on va dire qu'il va sortir au mieux dans 2 ans. Il va grandir, Spike, quand même. Ça sera peut-être 30 ans plus tard, du coup. Il va peut-être falloir changer de titre. Il va falloir... bon, on peut tricher, c'est pas grave. C'est l'univers de... Ça a commencé 28 ans plus tard. Et quelques mois, quelques années qui suivent. On va simplifier. Et donc, arrivé au bout, et c'est presque le seul vrai gros bémol du film. Et j'ose le dire. Petite ellipse ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas, on va ailleurs. Voilà, une petite sorte de bergerie tranquille. Et on retrouve le personnage de Jim, joué par Cillian Murphy, dans le premier 28 jours plus tard. Et c'est terrible parce que tout ce qu'on a construit ou déconstruit des premiers films-là, brillamment, t'as l'impression qu'en fait, on reboucle la boucle et on revient aux origines en remettant le héros du premier film, voilà, qui est tranquillement posé, qui est devenu père de famille, peut-être avec un personnage du premier film, je ne sais plus, peut-être à voir, à vérifier. Est-ce qu'elle est encore là? On verra ça, je ne sais plus, hein, j'ai plus trop toutes les choses en tête. Et bon, à un moment, il voit des zombies arriver qui poursuivent 2 personnes, j'imagine, hein, j'ai pas bien vu de loin, mais que c'est Spike et Jimmy Kelly, elle s'appelle, hein, en vrai. Et ils vont les aider avec la fille. Hein.
Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent avec eux, on sait pas trop là pour l'instant. Ils ont une histoire d'examen et tout, il doit y avoir d'autres enfants, d'autres trucs derrière, alors je ne sais pas. Mais oui, on remet Cillian Murphy, Jim, qui sera probablement donc le personnage principal du troisième volet. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, j'en sais rien. Il va falloir bien écrire, derrière il doit y avoir des idées. Est-ce que Danny Boyle va revenir à la réalisation? Est-ce que ce sera Alex Garland? Vu ce qu'il a réalisé ces derniers temps, j'espère pas. Parce qu'il est meilleur scénariste que metteur en scène, enfin en tout cas, dans ce qu'il a l'idée de raconter, de ce qu'il veut mettre comme fond, je m'inquiète un petit peu, mais bon, ou une autre personne qu'on ne connaît pas, ou un réalisateur qu'on connaît mais dont on ignore l'identité, à voir. Ce qui sera intéressant, c'est de le confronter lui, bon, à ses nouveaux survivants, d'accord, mais surtout, à mon avis, à l'Alpha Samson. J'espère qu'ils vont le faire revenir, parce que là, il pourrait y avoir un dilemme. Et peut-être que finalement, Jim, dans ce petit cottage tranquille avec sa fille, cache quand même peut-être une face obscure qu'il a peut-être développée entre-temps, ou non. À savoir, peut-être qu'on réintégrera ce village aussi, où donc il y a le père de Spike, on voit un petit peu le côté folklore d'une autre forme de secte à développer, et essayer de créer quelque chose. Difficile de mettre en place tout ça peut-être dans un seul troisième film, mais on peut faire confiance à Alex Garland à l'écriture, et en tout cas si ce troisième film voit le jour. Je fais un Amazon spoiler, beaucoup de belles choses à dire sur ce film, qui est à minima tout aussi marquant que le précédent, aussi bon peut-être, allez voir, allez savoir. D'ailleurs, 28 ans plus tard, je l'avais cité quelque part dans mon bilan Top Film 2025 que vous pouvez visionner sur ma chaîne depuis dimanche. N'hésitez pas à aller le voir, parce que j'en parle dedans et j'ai évoqué l'idée qu'il y avait cette suite. Ben, elle est là. Ben, je suis bien content de l'avoir vue. Claque visuelle certainement, claque narrative, claque thématique de pas mal de choses que j'ai développées avant. Cette idée de comment vivre ou survivre ou tout simplement s'imposer, de manière d'ailleurs dure, ou s'imposer pour Spike dans sa vie, dans sa petite vie de jeune adolescent qui commence à s'émanciper dans ce monde post-apo qui n'a plus de repères, perte de repères là, l'établissement de nouveaux repères ou non, mais attention aux illusions et aux fausses croyances. Le film renvoie un peu tout ça à dos, que ce soit religion ou non d'ailleurs, mais la réflexion scientifique, il y a quelque chose de très intéressant sur la fin, je ne vais pas revenir dans un spoiler, mais je reste vague, qui fait référence à cette histoire cyclique qui se répète, et il faut faire attention de ne pas répéter l'histoire. Bon, hein, se débarrasser à jamais de certaines formes d'extrémisme, ben, l'histoire a tendance en ce moment à nous dire que non. Donc ce film résonne là dans un des derniers discours du film, comme un petit peu grincement de dents. Mais on est dans une uchronie là, hein. Parce que c'est 28 ans plus tard, ils n'ont pas connu les 28 dernières années que nous avons vécues. Ils ont vécu autre chose. Pire quand même, bien pire même. Mais attention qu'on ne rejoigne pas ici la dystopie d'une autre façon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la prestation notamment de Ralph Fiennes, sur des scènes que j'ai citées par exemple dans la zone spoiler. Voilà, lâchez-vous. Je le redis par rapport au début, hein, si vous êtes là, par rapport à la conclusion, vous avez sauté la zone spoiler, mais rappel, essayez si vous n'avez pas fait de voir, enfin, même de revoir peut-être le 28 ans plus tard, que j'ai revu moi il y a quelques semaines, d'avant, parce qu'il y a des connexions et des liens, et puis c'est vraiment deux films liés, mais avec le retournement nécessaire, et un très bon travail de Nia Costa, qui a réussi à s'imposer elle aussi dans cet univers, avec la liberté laissée probablement par Garland et Boyle. Bref, à vous la parole en commentaire, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.